La signature, le 23 août 1939, du pacte germano-soviétique a fait de l'Allemagne nazie et de la Russie communiste des alliés de circonstance. Mais les deux protagonistes ne sont pas dupes et entendent bien, dans l'immédiat, tirer chacun le maximum d'avantages de cette alliance, et tout particulièrement de ces protocoles secrets par lesquels les deux pays se partagent l'Est de l'Europe. Hitler a ainsi les mains libres pour envahir la Pologne, en attendant de se retourner contre les Franco-Britanniques. Et il évite la répétition de 1914, avec une guerre sur deux fronts, à l'Ouest comme à l'Est. En outre, à la différence de la Première Guerre mondiale, les accords commerciaux avec l'Union soviétique lui permettent de contourner le blocus allié. Et surtout, le dépeçage de la Pologne donne à l'Allemagne une frontière terrestre avec l'Union soviétique, bien utile pour une future invasion. Staline entend bien également tirer le maximum de bénéfices de ce pacte en agrandissant la sphère d'influence de l'Union soviétique vers la partie orientale de la Pologne qui a été annexée le 28 septembre 1939, vers la Carélie que la Finlande a dû lui céder le 12 mars 1940, vers la Bessarabie et la Bucovine qui ont été arrachées à la Roumanie le 29 juin 1940, et vers les pays baltes qui ont été annexés du 3 au 6 août 1940. Il sait aussi que son pays n'est pas prêt à affronter une guerre contre l'Allemagne. L'armée rouge a souffert des grandes purges de 1937-1938 qui ont décapité tout son état-major, comme je l'ai relaté à l'épisode 2, et elle doit être réorganisée et réarmée. Au demeurant, il ne lui déplairait pas qu'Allemands et Franco-Britanniques s'épuisent mutuellement dans une guerre qualifiée de capitaliste. Il lui faut donc gagner du temps, et en attendant, respecter scrupuleusement ce pacte pour ne pas donner de prétexte à Hitler pour le rompre. Mais Hitler n'a pas besoin d'un prétexte, car son objectif final reste le même, celui qu'il a énoncé dès 1924 dans Mein Kampf, à savoir l'expansion de l'Allemagne vers l'Est, le Drang nach Osten, selon le concept de l'espace vital, le Lebensraum. Après la défaite de la France en juin 1940, Hitler a espéré que les Britanniques écarteraient Churchill du pouvoir et entameraient des négociations de paix pour parvenir à un partage du monde. À la Grande-Bretagne, la maîtrise des mers et le maintien de son empire colonial. À l'Allemagne, la domination sur l'Europe de l'Est. Mais il n'y a rien à faire. La Grande-Bretagne entend poursuivre la lutte. Aussi, le 21 juillet 1940, Hitler demande au commandant en chef de l'armée de terre, le général Walter von Brauchitsch, de préparer les plans d'une campagne à l'Est. Et 2 jours plus tard, il en expose les raisons au chef d'état-major adjoint, le général Franz Halder, qui est chargé de mettre en œuvre ces plans. Je cite : « L'Angleterre fonde tous ses espoirs sur la Russie et l'Amérique. Si l'espoir en la Russie disparaît, l'espoir en l'Amérique disparaît du même coup. Si la Russie est battue, le dernier espoir de l'Angleterre s'évanouit. Conséquence, la Russie doit être détruite au cours de ce conflit, au printemps 1941. » Le général Halder, comme la plupart de ses collègues d'état-major, n'est pas persuadé qu'une victoire militaire sur l'Union soviétique obligera la Grande-Bretagne à ouvrir des négociations de paix. Mais il n'en obtempère pas moins. En effet, aucun de ces militaires allemands ne doute d'une victoire rapide, persuadés qu'ils sont que cette guerre ne durera que quelques mois, peut-être même moins, et que pour reprendre leur expression favorite, tout s'effondrera comme un château de cartes grâce à une série d'encerclements massifs comme lors de la campagne de Pologne en 1939. À l'automne 1940, Hitler se rend compte que le temps joue contre son pays. Il a dû renoncer à envahir les îles britanniques. Et le 5 novembre, Roosevelt a été réélu président pour un 3e mandat, ce qui implique que, bien qu'officiellement neutres, les États-Unis intensifieront leur aide à la Grande-Bretagne et finiront bien par entrer en guerre, alors que pendant ce temps, l'Union soviétique se renforce et étend son influence. Et surtout, Hitler est persuadé qu'il mourra jeune, et il veut pouvoir réaliser sans tarder son projet d'expansion vers l'Est. Or, il a déjà 51 ans.
La visite à Berlin, le 12 novembre, du ministre soviétique des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, ne fait que le conforter dans sa décision. La rencontre n'a en effet été qu'un dialogue de sourds. Tandis qu'Hitler et Ribbentrop tentaient de convaincre l'Union soviétique à adhérer au pacte tripartite, Molotov ne voulait parler que de la question des droits de son pays sur la Finlande, la Roumanie et la Bulgarie. La décision est donc prise. Et le 18 décembre 1940, par sa directive numéro 21, Hitler ordonne l'invasion de l'Union soviétique à partir du 15 mai 1941 par, je cite, « une courte campagne ». C'est l'opération Barbarossa, du nom de l'empereur romain germanique Frédéric Barberousse, dont la légende dit qu'il est endormi avec ses chevaliers dans une caverne en Thuringe et que lorsqu'il se réveillera, il rétablira l'Allemagne dans son ancienne grandeur. Toutefois, l'offensive devra être repoussée d'1 mois en raison de l'intervention allemande dans les Balkans que j'ai relaté à l'épisode 10. L'opération Barbarossa débutera le 22 juin 1941. Pour Hitler, cette guerre est avant tout idéologique. Il s'agit de gagner à l'Est l'espace vital auquel l'Allemagne a droit et où vivront des colons allemands dans de vastes domaines reliés par des autoroutes, tandis que les populations slaves, considérées comme des sous-hommes, seront au mieux promises à l'esclavage et au pire décimées par la famine. C'est ainsi que Göring est chargé, dès le 1er mars 1941, de l'exploitation de la Russie au profit de l'Allemagne. C'est le plan Oldenburg, un véritable plan de famine, qui prévoit expressément, je cite, que 20 à 30 millions de personnes vont être affamées en Russie dès la première année. À terme, ce plan prévoit l'expulsion plus à l'Est, ou la mise à mort par maladie et malnutrition, de plus de 80% des Polonais, de 64% des Ukrainiens et de 75% des Biélorusses, sans compter le massacre des populations juives. En 20 ans, pratiquement toute l'Europe centrale et de l'Est devrait devenir allemande. Dans ce conflit qui s'annonce, cette haine du communisme et du judaïsme, ce profond mépris des Slaves, vont lourdement peser sur le comportement de l'armée allemande, la Wehrmacht. Le 30 mars 1941, Hitler déclare devant plus de 300 officiers, je cite, « La guerre contre la Russie sera telle qu'il ne sera pas question d'obéir aux lois chevaleresques. Cette lutte se livrera entre deux idéologies et entre deux conceptions raciales et devra être menée avec une rigueur implacable et sans précédent. » C'est ainsi que le 13 mai 1941, un décret du Führer laisse les mains libres à la Wehrmacht pour agir en Russie comme bon lui semble, en mettant ses soldats à l'abri de toute poursuite. Et que le 6 juin 1941, le général Alfred Jodl, chef de la conduite et des opérations au haut commandement de la Wehrmacht, signe le Kommissar Befehl, l'ordre des commissaires, ordonnant que les commissaires politiques de l'armée rouge et les cadres du Parti communiste soviétique devront être fusillés sur le champ. La SS, quant à elle, aura la mission, je cite, d'extirper l'intelligentsia judéo-bolchevique, de préférence sur le théâtre même des opérations. Reinhard Heydrich, l'adjoint direct de Himmler, donne l'ordre verbal de supprimer tous les juifs, les inférieurs asiatiques, les fonctionnaires communistes et les tziganes. Pour donner à cette guerre l'apparence d'une croisade internationale contre le bolchevisme, Hitler va rechercher la participation des pays qui lui sont alliés ou inféodés. La Roumanie, qui désire récupérer la Bessarabie et la Bucovine. La Finlande, qui veut reconquérir la Carélie. Mais aussi la Hongrie, la Slovaquie. Et même l'Espagne de Franco, qui enverra une division de volontaires, la division Azul. En revanche, la Turquie tient jalousement à conserver sa neutralité, et le Japon a davantage les regards tournés vers l'Asie du Sud et a signé avec l'Union soviétique, le 14 avril 1941, un accord de neutralité réciproque. Ces deux pays se tiendront à l'écart de ce conflit. Et le principal allié de l'Allemagne, l'Italie. En fait, Hitler ne souhaite pas mettre ce pays
au courant de ses projets, car il craint des fuites de la part de la famille royale, considérée comme anglophile. Mussolini n'en sera informé qu'en pleine nuit, un quart d'heure avant le déclenchement de l'offensive. Et pourtant, il n'y a nul besoin de fuite, car la Grande-Bretagne, grâce à Ultra, est déjà informée des projets d'Hitler, et même de la date de l'offensive. Churchill en avertit d'ailleurs à plusieurs reprises Staline, mais celui-ci, dans sa paranoïa, est persuadé que les Britanniques pratiquent la désinformation, et il n'entend pas, je cite, céder aux provocations. En outre, il est à tort persuadé qu'il existe au sein du régime nazi un rapport de force interne entre bellicistes et partisans d'une entente avec l'Union soviétique. Et même si le 15 juin 1941, Richard Sorge, son espion en poste au Japon, l'avertit que l'invasion commencera le 20 juin, Staline ne veut surtout pas donner l'impression d'être inquiet. Aussi poursuit-il la bonne exécution des relations économiques de son pays avec l'Allemagne. Céréales, pétrole, platine, manganèse, chrome, coton continueront d'être scrupuleusement livrés jusqu'au dernier jour. Au soir du 21 juin 1941, de la Baltique à la mer Noire, 3 millions d'Allemands, de Finlandais, de Hongrois, de Roumains et de Slovaques sont ainsi prêts à lancer la plus grande invasion de la guerre, alors que tout semble encore calme à la frontière, qu'un train de céréales a d'ailleurs pu franchir sans encombre, à 2 heures du matin, près de Brest-Litovsk. Du côté soviétique, le maréchal Semyon Timoshenko, commissaire du peuple à la défense, son second, le général Georgi Yukov, chef de l'état-major général, et le général Nikolai Vatounine, président du conseil d'administration opérationnelle de l'état-major, s'inquiètent des rapports qu'ils reçoivent relativement à la multiplication des violations de frontières par les avions allemands et au bruit de concentration de troupes. Mais Staline se refuse toujours à croire à l'imminence d'une guerre. Dans la nuit du 21 au 22 juin, il donnera tout de même son accord pour une mise en alerte des forces soviétiques à la frontière, mais les télégrammes arriveront trop tard. En effet, à 3h15 du matin, 700 000 canons et pièces d'artillerie ouvrent le feu tout au long d'un front de 1600 km, tandis que 153 divisions, 3600 chars, 600 000 véhicules motorisés pénètrent en Russie et que 2740 avions plongent sur leurs objectifs, détruisant en moins d'une demi-heure la quasi-totalité de l'aviation soviétique. Cette nuit-là, Staline dort dans sa datcha à Kontsevo, à une dizaine de kilomètres du Kremlin, lorsque Yukov le réveille dès 3h40 pour le prévenir de l'attaque allemande. Mais le dictateur communiste se refuse toujours à croire qu'Hitler ait pu ainsi rompre le pacte signé moins de 2 ans plus tôt. Il pense encore qu'il doit s'agir d'une conspiration d'officiers allemands à l'insu du Führer. Ce n'est que lorsque l'ambassadeur allemand à Moscou remettra officiellement à 5h30 la déclaration de guerre à Molotov que Staline doit se rendre à l'évidence. Une réunion du Politburo a alors lieu au Kremlin et à 7h15, Staline donne enfin l'ordre de s'opposer à l'invasion, mais sans franchir la frontière. Pense-t-il encore possible d'éviter l'irrémédiable ? Il est certain que Staline est sonné par cette nouvelle. Il s'est donc trompé sur les intentions d'Hitler. Lui, le père du peuple, le très puissant, le très sage, le remarquable, l'exceptionnel leader de l'Union soviétique, pour reprendre les louanges qui lui sont régulièrement adressées. Le 22 juin, à 13h, c'est Molotov qui, à sa place, annonce aux Russes le début de l'attaque allemande. Et ce n'est que le 3 juillet, après avoir gardé le silence pendant presque 10 jours, que Staline va enfin s'adresser à son peuple en faisant appel au sentiment patriotique de ceux qu'il appelle pour la première fois ses amis. Pour les Russes, la guerre à l'Est va devenir la grande guerre patriotique. Il organise aussitôt le transfert, au-delà de l'Oural,
des ressources industrielles et alimentaires. Plus de 1500 entreprises et 7 millions de personnes sont ainsi évacuées à l'abri des Allemands, au prix d'un effort titanesque sans précédent. Churchill, pour sa part, est prévenu de l'invasion à son réveil à 8 heures. Il est un pragmatique, et malgré son opposition farouche au communisme, il n'hésite pas une seconde à apporter son soutien à l'Union soviétique, même si à cette date, la Grande-Bretagne ne dispose guère de moyens. Le plan de l'opération Barbarossa prévoyait l'anéantissement de l'armée rouge en 4 mois, avec un objectif très ambitieux: atteindre une ligne de 2000 km de long, allant du port d'Arkhangelsk sur la mer Blanche à Astrakhan sur l'embouchure de la Volga, à 1500 km des positions de départ de l'armée allemande. L'attaque se déroule sur 3 fronts. Le général Halder et l'état-major étaient pour une marche directe sur Moscou. Mais Hitler est en faveur d'un encerclement par les 2 ailes, au nord et au sud. Au nord, le général von Manstein franchit le Niémen le 22 juin, 129 ans presque jour pour jour après Napoléon et sa grande armée. Son objectif est la conquête des États baltes et la prise de la ville de Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, en collaboration avec les Finlandais qui entrent dans la guerre le 25 juin pour récupérer la Carélie perdue 3 mois auparavant. À la mi-août, les États baltes sont occupés par les Allemands. Le 15, la ville de Novgorod tombe à son tour. Le 19, l'avant-garde de la 8e Panzer-Division est à 45 km de Leningrad. Le 21, la ligne ferroviaire Leningrad-Moscou est coupée. Enfin, le 30 août, la ville est totalement isolée par route et par fer, les soviétiques ne tenant que les rives du lac Ladoga. Leningrad est à portée des Allemands, mais Hitler craint le piège des combats de rue et ne souhaite pas devoir occuper cette ville et prendre en charge ses 2 500 000 habitants. En réalité, il a l'intention à terme de raser entièrement la ville. Par sa directive numéro 35 du 6 septembre 1941, il ordonne la clôture de l'encerclement de Leningrad et le début d'un siège qui durera de septembre 1941 à janvier 1944. Ce sera le siège le plus long de la guerre et causera la mort de plus d'1 million de civils. Car, pour ne pas être accusés de défaitisme, les autorités locales n'ont pas organisé leur évacuation. Au centre, c'est l'immense steppe russe qui se présente aux Allemands, avec un axe menant droit à Moscou. Le général Guderian franchit la Bérésina le 2 juillet sous une température caniculaire. Smolensk tombe le 16 juillet. La capitale soviétique est à moins de 400 km. Tous les généraux espèrent pouvoir poursuivre jusqu'à Moscou, mais Hitler a d'autres intentions qu'il exprime dans sa directive numéro 34 du 22 août. Je cite: « L'objectif primordial à atteindre avant l'entrée de l'hiver n'est pas la prise de Moscou, mais, au sud, la conquête de la Crimée, du bassin industriel et charbonnier du Donetsk, l'interruption des approvisionnements russes en pétrole provenant de la région du Caucase. » Moscou n'est pas un objectif stratégique pour Hitler, et le groupe d'armées centre du maréchal von Bock devra freiner son avancée. Enfin, au sud, c'est l'immense région des marais du Pripet jusqu'à la mer Noire et la mer d'Azov que les Allemands du maréchal von Rundstedt, épaulés par les Roumains, vont conquérir jusqu'à Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui tombe le 19 septembre, après ce qui est considéré comme le plus immense encerclement de la guerre. Le 3 octobre 1941, dans une proclamation au peuple allemand, Hitler annonce sa victoire sur l'Union soviétique. Je cite: « Je déclare aujourd'hui, et sans aucune réserve, que notre ennemi de l'Est est abattu et ne se relèvera jamais. Derrière nos armées victorieuses s'étend déjà un territoire 2 fois plus étendu que celui du Reich quand je pris le pouvoir en 1933. »
La réalité est cependant tout autre. Certes, la Wehrmacht possède une supériorité initiale en hommes et en matériel. Elle est mieux organisée et commandée. Elle a bénéficié d'un incontestable effet de surprise. Mais n'oublions pas qu'il y a deux armées. L'une moderne et motorisée, celle des divisions de Panzer, et l'autre qui avance au pas de l'homme et du cheval, encore largement utilisée notamment dans le train et l'intendance. Cette armée est en outre sous-dimensionnée face à l'immensité de l'Union soviétique et de son réservoir humain et matériel qui semble inépuisable malgré les pertes subies. La Luftwaffe n'a pu aligner que 2740 appareils, alors qu'elle en avait 3500 pour la campagne de France, le reste de ces avions étant engagés au-dessus des îles britanniques et en Afrique. La logistique est également déficiente. Pour ravitailler une armée de 3 millions d'hommes, sans compter les chevaux, il faut faire parvenir quotidiennement 9000 mètres cubes de carburant, 20 000 tonnes de nourriture, 7 000 tonnes de munitions, 3 000 tonnes d'armes, sans oublier les médicaments, les outils, les pièces de rechange, les huiles, les pneumatiques. Or, l'acheminement de tout ce ravitaillement devient de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'avancement des forces allemandes, car le réseau ferroviaire russe est dans un état médiocre, sans oublier que l'écartement des rails est supérieur à la norme européenne. Le réseau routier, quant à lui, est constitué à 90% de chemins et pistes de terre qui se transforment en océan de boue dès le mois d'octobre, à l'occasion des pluies d'automne, et ensuite lors du dégel entre les mois de mars et de mai. C'est ce qu'on appelle la Rasputitsa. En outre, l'armée allemande est mal renseignée sur les forces adverses. Le nombre de divisions russes a été largement sous-estimé. Les combattants découvrent l'existence d'un char d'assaut dont ils ignoraient tout, le redoutable T-34, dont le blindage résiste à tous les obus. Et si l'aviation russe semble avoir été décimée dès les premières heures de l'invasion, de nouveaux avions de chasse semblent surgir de partout. En particulier, l'excellent Ilyushin Sturmovik, l'un des meilleurs avions d'attaque de la guerre, que les Allemands surnommeront la mort noire, et qui sera produit à plus de 36 000 exemplaires. Et surtout, bien qu'aveuglés par leurs préjugés raciaux contre les Slaves, les Allemands se rendent rapidement compte qu'ils ont en face d'eux un adversaire bien différent de ceux contre lesquels ils se sont affrontés en Pologne ou en France. Il y a bien sûr des redditions massives, mais le plus souvent, le soldat russe se bat avec acharnement et résiste pied à pied, même si sa situation est désespérée. Ainsi, la forteresse de Brest-Litovsk, attaquée dès le 22 juin, a résisté jusqu'au 29, sans espoir de secours, devenant le premier symbole de la résistance russe. De même, au cours de la bataille de Smolensk, qui a bloqué la progression des Allemands jusqu'au 10 septembre. Les Allemands ont pourtant pu être favorablement accueillis par les populations locales, notamment en Ukraine. Mais bien rapidement, leur volonté affirmée de réduire les Slaves en esclavage, les premiers massacres de civils par les Einsatzgruppen, les groupes d'intervention, le traitement inhumain réservé aux prisonniers de guerre au motif que l'Union soviétique n'avait pas ratifié les conventions de Genève, vont retourner ces populations. Avec l'arrivée de l'automne et de la Rasputitsa, qui immobilise les forces allemandes dans la boue, il devient de plus en plus évident que les objectifs initiaux de l'opération Barbarossa, à savoir la ligne Arkhangelsk-Astrakhan, ne seront pas atteints. Aussi, Hitler décide de la remplacer par l'opération Typhon, dont l'objectif est cette fois la prise de Moscou, qu'il a l'intention de raser comme Leningrad et d'en faire la place un immense lac artificiel. La bataille de Moscou commence en octobre 1941 par une tentative d'encerclement de la capitale, tandis que les soviétiques renforcent leur défense. Surtout, Staline a refusé de quitter Moscou, alors qu'on a commencé à évacuer les administrations et le corps diplomatique. Et il a confié la défense de la ville
au général Yukov. Le 7 novembre se tient sur la place rouge le traditionnel défilé militaire célébrant la révolution russe. Aux troupes qui vont aussitôt après rejoindre le front tout proche, Staline lance un appel à l'orgueil national, délaissant l'idéologie communiste pour en appeler aux grandes figures historiques de la nation russe. En ce début de novembre, l'hiver s'est brusquement invité. Les températures descendent en dessous de moins 20 degrés, alors que les soldats allemands n'ont toujours pas reçu leur équipement d'hiver. À la boue succède le gel. Et à la fin du mois, ce sont des températures de moins 35, moins 40 degrés, qu'hommes et machines doivent affronter. Et pourtant, les Allemands continuent à progresser. Le 30 novembre, des éléments avancés de la 2e Panzerdivision ne sont plus qu'à une trentaine de kilomètres de la place rouge. La légende veut que ces soldats aient pu voir au loin les coupoles du Kremlin. Mais l'armée allemande n'atteindra jamais Moscou. Car le 5 décembre, le général Yukov passe à la contre-offensive avec des divisions ramenées de Sibérie. Staline sait en effet, grâce à son espion Sorge, que les Japonais n'attaqueront pas sur son front oriental, qu'il peut donc dégarnir. Les Allemands, épuisés, à bout de souffle, sont bousculés et pour la première fois doivent passer à la défensive. Leurs lignes sont enfoncées. En 6 mois, la Wehrmacht a perdu près du quart de ses effectifs et elle ne dispose plus de réserve. Le ravitaillement qui doit parcourir maintenant 1000 km depuis ses bases de départ arrive mal. L'armée ne dispose plus de réserve et ses généraux commencent à envisager un repli de près de 500 km. Mais Hitler, dans sa directive numéro 39 du 16 décembre 1941, interdit tout mouvement de retraite, ordonnant aux soldats de tenir leur position. Il limoge les généraux qui voulaient faire retraite et relève de son commandement von Brauchitsch, qu'il ne remplacera pas. Désormais, c'est Hitler lui-même qui prendra le commandement suprême des forces armées. La décision d'Hitler a sans doute permis d'éviter une déroute de son armée et la répétition du désastre de la retraite de Russie qu'a connu Napoléon Ier. En outre, Staline a commis la même erreur initiale que lui en pensant pouvoir anéantir l'armée allemande en une courte campagne d'hiver. Il a dispersé ses forces en lançant des offensives en Crimée et vers Leningrad. Et l'offensive soviétique commence à ralentir dès la fin du mois de janvier 1942. À cette date, le retour de la Rasputitsa stabilise le front. La situation s'est indéniablement améliorée pour les soviétiques. L'opération Barbarossa n'a pas atteint ses objectifs. La bataille de Moscou a été perdue pour les Allemands et la capitale est désormais sauvée. Yukov a pu reconquérir 150 000 km² de territoire, repoussant le front de 150 km vers l'ouest. La Wehrmacht n'est plus une armée toujours invaincue. Néanmoins, en ce début d'année 1942, l'Allemagne s'est enfoncée de 800 km en Union soviétique, occupant plus de 1 500 000 km² de territoire, avec 65 millions d'habitants. Les pertes russes sont colossales. 1 500 000 morts. 4 millions de prisonniers, dont la moitié au moins mourra en détention. Les Allemands ont, quant à eux, perdu 750 000 hommes, soit en moyenne 3 200 morts par jour. Mais au même moment, de l'autre côté du globe, les Japonais entrent en guerre contre les États-Unis en bombardant Pearl Harbor. La guerre prend un autre visage. Elle devient véritablement une guerre mondiale.